Alors, du coup, on va démarrer. Bonjour à tous. L'objectif de cette conférence est d'échanger avec vous sur le secteur de l'IT, un secteur bien porteur et principalement dans les Hauts-de-France. Pour ce faire, différents interlocuteurs sur cette demi-heure, notre directeur de campus des campus Hauts-de-France, Frédéric Daumont, notre responsable pédagogique, Fabien Montagne, et on fera appel à nos chers diplômés Antoine Ténez et Stéphane Thieux qui prendront la parole au fur et à mesure. Donc 30 minutes d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On reviendra dessus au fur et à mesure ou les écrire dans le chat. Et quoi qu'il en soit, on sera disponible juste après pour répondre et échanger plus longuement ensemble sur notre stand du salon de l'étudiant. Pour démarrer, on va laisser la main à Monsieur Daumont pour nous contextualiser un peu justement le secteur de l'IT dans les Hauts-de-France. Merci Malika, bonjour à toutes et à tous. Alors, si on veut zoomer un peu dans le secteur des Hauts-de-France, il faut savoir que dans notre région, effectivement, il n'y a pas que les entreprises de l'IT. On a beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs qui sont représentés. Néanmoins, preuve que le secteur de l'IT est une grosse locomotive dans notre région, nous sommes au niveau national la 4e région en termes de poids des emplois sur notre territoire. On a une grosse dynamique qui est portée notamment par les gros groupes internationaux de l'IT. On peut parler d'Atos, CGI, OVH, Worldline, mais également aussi par les ténors de la grande distribution, le secteur des banques et assurances, notamment AXA, le Crédit Agricole, Crédit Mutuel et autres. Mais on peut surtout souligner un outil qui est formidable et qui est là depuis 10 ans dans notre territoire, c'est Euratechnologies, qui regroupe justement les entreprises de l'IT, donc de grosses entreprises comme IBM, Capgemini, mais également des jeunes pousses, des startups, et certaines sont accompagnées notamment par des laboratoires de recherche, ce qui permet de créer une émulsion et une super dynamique, puisque certaines de ces startups, ces jeunes pousses, sont maintenant de grosses PME. Super, parfait. Est-ce qu'en termes d'indicateurs, de chiffres clés, tu aurais des informations à nous partager? D'accord. Là, une fois de plus, si on se concentre sur notre région, si on prend les chiffres de l'INSEE, les derniers chiffres de l'INSEE, pour les entreprises du numérique, on remarque une croissance qui est de l'ordre de 10% chaque année de l'activité. Et pour les métiers du numérique dans les autres secteurs, on est sur une dynamique de 5% de croissance, un peu plus de 5% de croissance. Globalement, si on compare ça aux autres secteurs, eux, on souligne une décroissance de l'ordre de 2%, donc ce qui prouve la dynamique de l'IT sur le territoire de France. Ok, super. Donc ça, c'est pour l'insertion et l'emploi de manière générale. Côté alternance, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de nos apprenants qui nous rejoignent souhaitent intégrer nos formations ensuite via l'alternance, Est-ce que ces données se rejoignent et cette croissance se rejoint? Bien sûr, tout à fait. Depuis plusieurs années, le nombre d'alternants croît de manière significative dans l'ensemble de nos campus. Mais on note, malgré le secteur plutôt la crise que l'on traverse aujourd'hui, locaux qui financent les contrats d'alternance soulignent qu'en région, il y a une croissance de 20% cette année de l'ensemble des contrats d'apprentissage. Donc, il est clair de toute façon que cela devient un vivier pour les entreprises, d'accord, et aussi un mode de recrutement qui est aujourd'hui totalement accepté et entendu par l'ensemble des entreprises. Parfait, super. En termes de secteur d'activité, est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont les secteurs d'activité intéressés, concernés? Tous les secteurs d'activité sont concernés et c'est ça qu'il faut souligner. Les métiers de l'IT ne sont pas faits pour les entreprises de l'IT. Si on regarde les chiffres, au niveau de notre territoire, on a 53% des métiers qui sont portés par les entreprises de l'IT, mais 47% des métiers du numérique sont portés par les autres entreprises. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la grande distribution, l'industrie, l'agroalimentaire, les banques et assurances, tous les secteurs d'activité de manière générale. Et je crois que, encore une fois, la crise qu'on vient de traverser a encore signifié que la digitalisation des entreprises n'était plus un sujet, mais vraiment un objectif pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient de grande taille ou des TPE. Parfait, super. Est-ce que tu aurais certains métiers clés, métiers types à nous citer en exemple? Bien sûr. Alors, ça évolue régulièrement. On a les grands métiers qui recrutent. On a le développement, toujours et encore. Donc, à la fois le développement logiciel, le développement web et mobile. Donc, la relation client, mais ça, on en reparlera tout à l'heure.
On a aussi tous les métiers de l'infrastructure et notamment aujourd'hui, on sait que le cloud est un environnement qui est beaucoup travaillé par les entreprises. Le chef de projet numérique qui a évolué, du chef de projet informatique vers le numérique, la digitalisation étant là. La data, inévitable aujourd'hui, reliée à l'IA, mais là, il y a des spécialistes qui en parleront tout à l'heure, et bien sûr la cybersécurité. Preuve sur notre territoire, le MEDEF, qui regroupe l'ensemble des patrons d'entreprise, des grosses boîtes comme des petites boîtes, vient de lancer la Cité de l'IA, preuve qu'il y a une réelle prise de conscience que ces technologies sont primordiales pour les entreprises demain. Ok, super, top. Merci à toi, Frédéric. Je t'en prie, Pour faire Malika. la transition, du coup, je vais laisser l'honneur à Fabien Montagne, pardon. Je te laisse te Bonjour Malika, présenter. donc Fabien Montagne, responsable pédagogique FC Wiz sur le campus de Lille. Et si on parlait d'intelligence artificielle, c'est parce que oui, ça fait partie de mes passions et j'ai un doctorat en intelligence artificielle. J'espère qu'on pourra développer encore plus ces compétences au sein d'FC Wiz. Super. Merci Fabien. Est-ce que tu peux justement faire un peu le lien entre toutes les informations qu'on a eues juste avant par Monsieur Daumont et notre pédagogie aujourd'hui au sein de nos écoles EPSI et WIZ? Bien sûr. Alors, ce qui est important, c'est que, comme toute école, effectivement, notre objectif, c'est de préparer les apprenants au métier de demain, que ce soit sur les domaines du big data, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, mais aussi de la digitalisation des entreprises. On partira de la digitalisation de la relation client jusqu'à la digitalisation de l'ensemble des processus. Mais aussi former, et ça c'est essentiel puisqu'on est sur des métiers sous tension, donc former les apprenants à travailler dès aujourd'hui. C'est-à-dire, on a prévu des sorties à Bac+3 et à Bac+5, suivant les besoins des entreprises, suivant aussi les attentes des apprenants. Mais il est important qu'on travaille sur deux expertises. D'un côté, l'expertise métier, c'est-à-dire les savoir-faire, mais aussi ce qui est nécessaire aujourd'hui, le savoir-être pour travailler dès maintenant en entreprise. Super. Et c'est aussi pour ça, du coup, que chez nous, nos formations se font les 2 premières années en initiale. Voilà. Pour pouvoir Exactement, acquérir. ce qui leur permet d'acquérir un socle technique et aboutir dès la 3e année à une alternance et faire les 3 dernières années en alternance au sein d'entreprise. Parfait, super. En termes de projet ou de pédagogie au sein de nos écoles, ça se traduit comment concrètement pour un apprenant qui intègre nos écoles? Alors, bien sûr, il y a des apports théoriques, mais ces apports théoriques sont toujours validés non pas par des partiels, mais par ce qu'on appelle des MSPR, mise en situation professionnelle reconstituée. L'intérêt de ces MSPR, c'est que vos coachs qui vont encadrer ces projets sont des professionnels travaillant en entreprise et qui apportent à la fois leur expertise, mais aussi leur regard sur la formation et nous remontent des données. En même temps, lorsque vous avez fini ces projets, qui sont des projets de groupe, vous allez avoir des soutenances devant des jurys de professionnels qui, eux aussi, sont en entreprise ou sont des chefs d'entreprise et vont valider ces projets en regard de ce qu'ils accepteraient de leurs équipes en interne. C'est-à-dire vraiment, vous êtes évalué au niveau professionnel. Ok. Est-ce que tu as des exemples de projets d'entreprise à partager? Alors, bien entendu, on a, lors du premier confinement, on a un des leaders de la grande distribution, Auchan pour ne pas le citer, qui nous a confié un projet. L'objectif était de mettre en place une plateforme qui permettait de maintenir la relation entre les salariés qui continuaient à travailler et leurs enfants qui étaient contraints de rester à la maison et poursuivaient leurs études. C'était une plateforme, donc c'est un projet national qui a été donné, un projet complètement ouvert. Le deuxième projet que je pourrais citer, qui est beaucoup plus récent, c'est Sogeti, qui au mois de novembre nous a contactés pour travailler dans le cadre d'un projet ouvert avec nos 3e et 4e années sur une thématique qui était le e-sport. Ils venaient vraiment chez nous chercher des idées. Donc l'intérêt pour nos apprenants, c'est pouvoir se livrer à leur passion, parce que certains sont vraiment très passionnés par le e-sport, et donc ont pu laisser aller leur créativité. Ok, super. Donc ça, c'est les projets qu'on leur définit, nous, en tant qu'école, ou via nos entreprises partenaires aussi. Est-ce qu'à un moment donné, en tant qu'apprenant, j'ai la possibilité de laisser part à ma créativité, ma passion, mes ambitions? Bien sûr, on fait ça. Alors, on a plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous, ce sont les workshops qui arrivent en tout début d'année. L'objectif, c'est justement de créer une cohésion au sein du groupe, etc. On va bien sûr proposer une thématique de recherche qui permet de faire un lien entre les apprenants, mais après, c'est à eux de définir quel sera le projet, comment est-ce qu'ils vont l'aborder, quelles sont les technologies qu'ils vont mettre en avant. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, qui est un projet totalement ouvert, qui s'appelle le projet Point Open Innovation Numérique.
L'objectif pour eux, c'est d'utiliser l'ensemble des technologies et des matériels qui sont mis à leur disposition pour travailler sur un projet entièrement ouvert. Vous avez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, quelques technologies qui sont mises à leur disposition pour travailler là-dessus et se faire plaisir. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous? On peut laisser la main à Antoine. Je préfère qu'on laisse un peu plus de temps au témoignage de... Ok, super. Merci beaucoup, Merci. Fabien. Après avoir échangé avec la pédagogie, maintenant on va aller solliciter Antoine. Antoine, je te laisse te présenter et nous dire pourquoi et comment tu t'es orienté vers l'informatique il y a quelques années maintenant. Très bien, donc tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle effectivement donc Antoine Tenez, je suis un pur produit de l'EPSI, si on peut dire ça comme ça, puisque j'ai intégré l'EPSI dès la première année. J'y ai fait donc mes 5 années d'études et donc j'en suis sorti diplômé il y a presque 2 ans maintenant. Et donc voilà, donc je vais vous parler un peu de mon parcours et tout d'abord, qu'est-ce qui m'a fait choisir l'informatique et pourquoi je me suis orienté vers les métiers du numérique. Donc tout d'abord, à la sortie du bac, quand on a 18 ans, on ne sait pas forcément toujours bien ce qu'on veut faire. Et c'était mon cas. Je n'avais pas une idée précise de ce vers quoi je voulais m'orienter. Et j'aimais bien quand même tout ce qui était un peu, voilà, ce qui touchait au numérique, ce qui était informatique. Ça me plaisait pas mal. Et le gros avantage du secteur du numérique, qui est peut-être l'un des seuls à proposer cet avantage, c'est comme le soulignait Monsieur Daumont, c'est qu'on est au service de plein de secteurs de métiers différents. Donc ça veut dire que quand on travaille dans le numérique, on est amené à découvrir plein de secteurs différents, notamment la banque, le médical, l'assurance, la grande distribution, l'industrie. Et donc l'informatique va être support à tous ces métiers. Et donc, je trouvais que c'était un choix pertinent de partir dans une filière qui me permettrait de découvrir plein de secteurs différents. Donc voilà pour quelles raisons je me suis orienté vers les études du numérique. Ok, super, merci Antoine. On sait que tu as fait tes 3 dernières années en alternance au sein de l'EPSI. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et sur des missions de développement, qu'est-ce qui t'a plu justement et qu'est-ce qui t'a motivé à partir sur ce type de cursus? Ok, donc tout à fait, effectivement, je suis parti sur l'alternance, j'ai fait mes 3 dernières années d'études en alternance. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que je souhaitais être confronté à la réalité professionnelle le plus tôt possible. Donc en première et deuxième année à l'EPSI, on a quand même une confrontation au monde professionnel via les stages, mais l'alternance, c'est vrai que c'est vraiment un format particulier qui permet d'allier aussi bien la formation théorique de l'école à la pratique en entreprise. Et j'y voyais 2 gros avantages, notamment l'avantage sur l'expérience professionnelle. Ça veut dire que quand on est alternant, donc on est déjà dans le monde professionnel et on commence à constituer sa propre expérience professionnelle. Donc ça, c'est un avantage fort pour moi. Et un autre avantage toujours sur l'expérience professionnelle, c'était de pouvoir profiter de l'expérience professionnelle des collègues avec qui j'étais en contact, donc des personnes qui avaient 5, 10, 15 ans d'expérience professionnelle. Et ça permet donc effectivement l'alternance de rencontrer ces gens et de pouvoir bénéficier de leur expérience professionnelle. Donc de ce point de vue-là, pour moi, l'alternance, c'est un véritable accélérateur de formation dans la mesure où on apprend quelque part encore plus vite puisqu'on est tout de suite au contact de la réalité de l'entreprise. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, qui concerne la formation. Et puis, il y a un autre aspect, même si ce n'est pas le seul, il ne faut pas être focalisé que là-dessus, c'est l'aspect financier, puisqu'on est effectivement rémunéré quand on est alternant et notre formation est financée par l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est un point positif non négligeable, même si ce n'est pas le seul. Et pour ce qui concerne notre région, l'alternance, c'est pleinement cohérent, puis c'est encore quelque part encore plus facile, puisqu'on a la chance d'avoir un formidable incubateur d'entreprise sur la métropole lilloise, donc Euratechnologie, qui regroupe tout un tas d'activités, notamment autour du secteur du numérique, et qui permet donc de faciliter justement la recherche d'alternance. Voilà. Parfait, top, merci à toi. Une question que beaucoup de jeunes et moins jeunes nous ont posée sur notre stand depuis hier et lors de nos journées portes ouvertes. Est-ce qu'il faut être un geek pour s'intéresser à l'informatique et au digital, Antoine? Non, alors pas du tout. Ça peut être une rumeur à laquelle on va couper court. Non, on peut tout à fait réussir les études dans les secteurs du numérique sans être geek. J'en suis le parfait exemple. J'ai pas ce profil de geek et ça m'a pas empêché de réussir mes études à l'EPSI. Donc non, ce qu'il faut avant tout, c'est être passionné
le numérique, voilà, c'est avant tout un métier de passion, un métier dans lequel on est amené à souvent se remettre en cause et à souvent apprendre. On apprend sans cesse parce que l'informatique d'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, bah, c'est pas l'informatique d'aujourd'hui et c'est pas non plus l'informatique qu'on connaîtra dans 2 ou 3 ans. Donc on raisonne à des échelles de temps très rapides. Donc il y a toujours une certaine évolution. Donc, faut être capable, voilà, d'être curieux pour réussir ses études dans l'informatique et d'être quelque part, entre guillemets, enfin, c'est l'expression, voilà, d'être bien câblé, d'être logique et c'est ça, et d'avoir un réel investissement personnel, mais ça, quel que soit, je dirais, le secteur d'études. Donc, non, il y a pas besoin d'être geek pour réussir en informatique. Ok, super, merci de nous rassurer. En parallèle, si pour conclure, tu devais nous expliquer pourquoi avoir choisi les psys et ce que tu en retiens aujourd'hui en tant que Alors, diplômé psy. alors, très brièvement, ce qui ferait le point fort de l'EPSI, je dirais sa particularité, ce qui fait que moi j'ai beaucoup apprécié passer mes 5 années à l'EPSI, c'est la structure à taille humaine, donc la taille humaine des promos. C'est aussi un certain côté encadrant, rassurant, dans la mesure où on a une certaine autonomie, on est plus lycéen, on est étudiant, mais il y a quand même, comme au lycée, une structure encadrante assez présente, donc ce qui est rassurant et ce qui permet, voilà, quand on a des difficultés, de pouvoir se rapprocher des membres du campus. Ce sont des personnes très accessibles. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Au niveau de l'enseignement, ce qui m'avait également beaucoup plu, c'est qu'on avait une certaine mixité dans l'enseignement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des profs vraiment de réels pédagogues, hein, des profs de formation, mais à côté de ça, il y a des intervenants du monde professionnel. Et donc, on allie ces 2 types d'enseignement à l'EPSI. Donc ça m'avait plu également. Et ce qui m'avait aussi plu, c'était le format de l'alternance qui effectivement ne débutait qu'à partir de la 3e année, ce qui permettait d'acquérir une certaine base technique, un certain bagage technique avant de s'engager en entreprise. Donc ça m'avait bien plu. Et un dernier point qui était rassurant, qui n'est pas forcément proposé par toutes les écoles, c'était cette possibilité d'avoir un examen certifiant et diplômant à plusieurs étapes du parcours, ce qui permettait que, bah, en cas d'accident de parcours, je sais pas, vous pouvez pas aller au terme de vos 5 années d'études. Bon, il y avait un examen certifiant au bout de la 2e année, et puis un autre au bout de la 3e année, ce qui permettait qu'en cas d'arrêt des études, on pouvait quand même se retrouver sur le marché de l'emploi et pouvoir travailler. Donc ça, c'est un autre point fort pour moi de l'école. Et enfin, le dernier point, c'est on est présent partout en France. Donc, on a plusieurs campus. Et si vous souhaitez bah, suivre une partie de votre formation, je ne sais pas, faire vos 2 premières années à Lille et puis terminer votre cursus à Grenoble, eh bien, c'est possible. Et ça m'avait plu également. Bon, même si moi, j'ai fait tout mon cursus à Arras. Voilà. Super, merci beaucoup. Juste le mot de la fin, tu peux nous dire quel poste tu occupes aujourd'hui et chez qui? Aujourd'hui, je suis ingénieur logiciel dans une société qui fait du développement logiciel à destination du secteur médical. Donc voilà, moi, je fais du développement logiciel et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok, parfait. Un grand merci à toi, Antoine. Bah, de rien. Euh, Maintenant, on va laisser la main à Stéphane. Stéphane, notre diplômé d'il y a quelques années plus en arrière. Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur ton parcours? On sait que tu es responsable informatique chez AXA, mais je te laisse nous en dire plus. Ok, merci Malika. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis un ancien de l'EPSI Arras où j'étais diplômé en 2008. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, je suis titulaire d'un bac ES. J'ai fait mon cursus, comme je le disais, à l'EPSI d'Arras et j'ai commencé ma carrière chez Atos Origine, hein, une ESN assez connue, où j'ai fait mes premières armes sur ma partie compétences techniques, mais où j'avais l'ambition et l'envie, voilà, de plus de m'orienter vers des postes à pilotage de projet. Je vais revenir un petit peu après. Donc, je suis resté pendant 3 ans chez Atos Origine, où j'ai fait de la régie et du forfait. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans les équipes AXA en 2011 avec la création d'un centre de delivery web et mobile qui était détaché de la direction des systèmes d'information d'AXA, qui est basée à Nanterre, où on a créé un centre from scratch, hein, de zéro, où aujourd'hui on a à peu près 300 personnes qui sont dédiées au delivery web et mobile pour AXA, et j'y reviendrai un petit peu après. Et donc globalement, en fait, j'ai commencé chez AXA comme ingénieur
ingénieur d'études et développement sur les technologies Microsoft, notamment SharePoint et C#, et j'ai évolué progressivement vers des postes à pilotage de projet, notamment Scrum Master, responsable de programme, pour être manager aujourd'hui d'équipe de développement informatique depuis 4 ans. Donc pour faire très simple, hein, mon boulot consiste à avoir la responsabilité d'un périmètre applicatif pour un périmètre fonctionnel d'AXA, et avec mes équipes, c'est d'avoir des niveaux d'engagement sur les besoins utilisateurs, les plannings bien entendu, les budgets, et aussi travailler sur les staffings des équipes, à la fois en recrutement interne et aussi externe. Ok, top, merci à toi. On l'a compris aussi par rapport à ton poste et aux missions principales que tu as cette casquette aussi de recruteur de futures pépites, de pépites de l'IT et du digital. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes exigences et ce que tu recherches en termes de compétences clés aujourd'hui? Oui, et effectivement, donc je suis amené, comme je le disais il y a quelques minutes, à faire du recrutement. Globalement, nous, on a une forte exigence sur les profils qu'on recrute chez AXA. Alors déjà, c'est à Bac+5, hein, je pense que c'est important de le souligner. On cherche avant tout des personnes qui sont passionnées par l'informatique et qui ont une forte culture, on va dire, technique, que ça soit sur la partie expertise technique, sur un langage de programmation web, mais qui ont une culture assez ouverte sur l'IT en général. Donc ça, c'est le premier point. Et en parallèle de ça, on recherche aussi des gens qui ont un savoir-être, hein. Frédéric et Fabien en parlaient tout à l'heure. C'est assez important parce que dans le cadre de nos équipes, les personnes ne sont pas amenées à faire que du développement informatique, mais sont amenées à challenger les besoins utilisateurs, prendre un petit peu de recul sur les sujets sur lesquels ils sont amenés à travailler, d'être proactifs au quotidien vis-à-vis de nos métiers et aussi vis-à-vis des équipes en interne auxquelles ils travaillent, et aussi avec une casquette de valorisation de ce qui peut être fait chez AXA. Par exemple, typiquement, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi promouvoir un petit peu la culture tech qu'on a chez AXA. Donc, c'est à la fois des gens qui ont une forte expertise technique, mais cumulé avec un savoir-être et des soft skills qui sont nécessaires aujourd'hui. Ok, super, merci à toi. Sur la partie, on en a parlé en introduction, aujourd'hui on sait que l'IT et le digital sont présents dans tous les secteurs. Si tu devais en parler rapidement sur le secteur de l'assurance, pourquoi avoir autant d'expertise informatique et pourquoi le digital est autant important chez AXA par exemple? Alors, je rejoins ce que Frédéric a dit. Je pense que la crise qu'on a tous traversée et qu'on traverse encore a mis en lumière la nécessité pour les entreprises, quelles qu'elles soient, de lancer leur process de digitalisation, et pour certaines entreprises qui avaient déjà un petit peu anticipé ces transformations, d'accélérer davantage. Nous, côté AXA, on avait déjà un petit peu, alors pas forcément typé, mais lancer ces process de digitalisation, de numérisation. Alors ça se fait bien entendu à plusieurs niveaux. Le premier niveau, en fait, de notre côté, c'est à la fois pour nos clients et nos réseaux de distribution. Donc quand je dis réseau de distribution, c'est les réseaux qui distribuent l'ensemble des produits AXA, hein, au sein de la France, et bien entendu pour nos clients, avec une vision qui est assez simple côté AXA et qui est commune avec notre stratégie. C'est de proposer des services simples, innovants, qui répondent à des usages et des enjeux de notre société aujourd'hui. On sait tous que les comportements utilisateurs changent depuis quelques années, et on a la nécessité de s'adapter à ces changements, et le secteur de l'assurance est complètement aligné avec cette vision. Donc, côté AXA, je ne peux pas vous donner l'exhaustivité de tous les sujets sur lesquels on peut travailler, mais je peux vous citer quelques exemples. Typiquement, c'est la mise en place de la e-signature électronique. Donc, c'est comment pouvoir signer numériquement des contrats d'assurance plutôt que le client imprime ses papiers, les signe, retourne à son agent. C'est de les signer via Internet. On a aussi un ensemble de services qu'on appelle le self-care. Typiquement, vous avez un accident auto. Plutôt que d'aller chez votre agent pour faire les déclarations
déclaration de finances, etc., vous avez la possibilité aujourd'hui de le faire numériquement via votre téléphone portable, par exemple. Et un autre exemple qu'on a mis en place ces derniers temps, c'est la téléconsultation médicale, où il n'y a plus nécessité de se rendre physiquement pour une consultation médicale, mais vous pouvez faire les premiers examens à distance. Donc voilà, c'est tout un ensemble de services qu'AXA propose avec ses clients et ses réseaux de distribution au quotidien, avec une stratégie qui est celle d'AXA, d'être un partenaire de vie de ses clients et non plus un collecteur de cotisations que vous pouvez payer, assurance habitation et assurance moto ou autre. Bien entendu, ça s'inscrit avec une qualité de service et un niveau de sécurité des services qu'on propose qui doit être optimal, hein, bien entendu. Et je pense que vous l'avez compris, hein, qui dit nouveau service digital nécessite un ensemble de compétences et d'expertise à la fois technique et fonctionnelle au sein de la DSI d'AXA. Et typiquement, pour vous donner quelques chiffres, en 2020, on a recruté à peu près 160 personnes à la DSI. Et sur l'île spécifiquement, on a recruté une vingtaine de personnes dans nos équipes de delivery. Et on est à peu près sur les mêmes tendances en 2021. Et juste pour terminer, Malika, hein, sur la partie digitalisation, je parlais plutôt des réseaux de distribution et la partie client côté AXA, mais ça se traduit aussi, nous, pour les collaborateurs d'AXA, typiquement avec la mise en place du télétravail qui avait été mise en place côté AXA il y a 4-5 ans maintenant et qui nous a permis, quand le premier confinement a eu lieu, d'avoir pu passer cette crise de manière assez optimale parce qu'on a tous basculé en télétravail du jour au lendemain. On était tous équipés d'un PC portable, par exemple, et on va dire que notre réseau informatique était prêt à basculer l'ensemble de la population d'AXA, ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs pour une bonne partie des sociétés. Donc voilà, tout un exemple de digitalisation et de numérisation qu'on peut mettre en place chez AXA. Ce n'est pas que AXA, bien entendu, mais en tout cas, il y a une vraie nécessité aujourd'hui de partir sur ces process de digitalisation et de numérisation de nos entreprises. Super, super, un grand merci à toi Stéphane. Effectivement, tu en as parlé, le 100% télétravail au mois de mars, on s'en souvient tous. Et pour le coup, c'est vrai que côté Psywiz aussi, on a eu cette possibilité et capacité de pouvoir faire 100% des cours en digital grâce à toutes ces technos et heureusement qu'elles existent. Ce que la conférence touche à sa fin, ce qu'on vous propose du coup aux participants, c'est de nous rejoindre directement sur notre stand dans le salon ingénieurs sciences et techniques, ou alors sur la partie vivre et étudier à Arras, pour les personnes qui sont plus du côté d'Arras. L'équipe d'Arras et de Lille se fera un plaisir de vous répondre. On l'a mis sur le côté, mais on a nos journées portes ouvertes qui se tiennent de manière digitale, une fois de plus, le 30 janvier. Pour le coup, on sera accompagné aussi bien de Stéphane, mais d'autres apprenants qui sont aujourd'hui encore étudiants chez nous, en initiale, en alternance. Donc, ce sera l'occasion d'échanger avec eux. Ce sera l'occasion aussi d'avoir une visite virtuelle de nos campus, puisqu'on le sait, on s'adapte au max compte tenu du contexte. Voilà pour nous, on vous remercie d'avoir suivi cette conférence et puis on vous attend et on vous répondra et on échangera sur vos projets individuels sur notre stand et via rendez-vous à l'issue des 3 journées de temps fort du salon. À très vite et encore merci à Antoine et Stéphane et bien sûr Frédéric et Fabien. Bonne journée à tous, à très vite. Merci à vous, bonne journée. Merci. Bonne journée.